Mangara, ancien ministre du Budget, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Pourquoi son entrée en politique, son programme, le bilan de Macky Sall, l'économie, les finances, la démocratie et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Birima Mangara face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le au revoir de Macky Sall au gouvernement mercredi lors de la réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a annoncé aux membres du gouvernement la fin de leur mission du mois. Un nouveau gouvernement va être formé peut-être les prochaines heures selon un communiqué de la présidence de la République. Mais le Premier ministre, lui, il garde sa place. Il y aura naturellement des entrées, des départs, peut-être des confirmations. Pourquoi notre invité, lui, avait-il quitté le gouvernement? Bonjour Birima Mangara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Babacar, merci aussi de m'avoir invité. Comment réagissez-vous à ce remaniement ministériel qui va arriver et que dites-vous aussi du maintien d'Amadou Ba au poste de chef du gouvernement? Je vous remercie Babacar. Je pense que je ne pourrai pas m'appesantir sur cette question parce que le momentum, c'est le président de la République qui le maîtrise. Et les raisons fondamentales, les raisons intimes, lui reviennent. Mais en tant que citoyen et en tant qu'un serviteur de l'État, je pourrais faire un petit commentaire qui consiste à dire qu'il s'agit là d'un pouvoir qui est accordé au président de la République, de pouvoir toujours revenir sur un gouvernement, de l'évaluer, de voir est-ce qu'il répond à ses attentes, est-ce qu'il ne faudra pas donner une nouvelle orientation ou un nouveau souffle. Je prends sa décision dans ce contexte. Le maintien d'Amadou Ba également résulte de sa propre gouverne. Il aurait pu chercher un autre Premier ministre et peut-être changer d'orientation, changer d'homme, changer de capitaine d'équipe pour des raisons bien indiquées. Peut-être qu'il a d'autres raisons qui le motivent à le maintenir à ce poste. Est-ce que changer de gouvernement a quelques encablures de la présidentielle? Ce gouvernement qu'on change, ça veut dire quoi? Qu'il a échoué? Non, on a toujours changé un gouvernement. Cette réponse n'est pas uniquement une réponse destinée au président Macky Sall, c'est dans tous les gouvernements. On peut changer un gouvernement 2 fois dans un même mois. Donc, il a des motifs intimes que je ne maîtrise pas. Et pour cette dernière raison, je ne pourrais pas davantage commenter cette décision. Le président Macky Sall, le chef de l'État sortant, ne participe pas à cette présidentielle. Alors, Amadou Ba, toujours Premier ministre, est-ce que les candidats, puisque lui, il est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que les candidats vont aller à chance égale à cette élection présidentielle? J'estime que tous les candidats partent sur un pied d'égalité du point de vue du temps, du point de vue de l'organisation et du point de vue peut-être des chances. Donc je considère qu'ils sont sur le même point de départ et visent la même ligne d'arrivée. Vous avez été ministre du budget pendant 5 ans, entre 2014 et 2019. Quelles étaient les raisons de votre départ du gouvernement? Je n'en retiens qu'une seule fondamentale. C'est la décision du président de la République qui accorde sa confiance par rapport à une ligne d'horizon, par rapport à une politique qu'il veut mener. Et je considère que tout gouvernement qui est mis en place est une équipe. Pour une raison ou pour une autre, le président de la République, qui a été investi de la confiance du peuple et qui a le destin en main, peut décider
de sortir un jour pour une raison ou pour une autre, de le remplacer par un autre. Je situe ma sortie de gouvernement dans ce seul contexte. Vous n'avez pas été frustré par cette décision du président Macky Sall de vous sortir du gouvernement? Me rappelant qu'il m'a choisi parmi tant d'autres, peut-être plus compétent et plus logiquement et politiquement fort. Pour ces raisons, si je ne suis qu'un croyant, je ne devrais pas être un frustré. Deuxièmement, il m'a accordé à plusieurs reprises sa confiance, d'abord en me nommant directeur de cabinet adjoint dans son cabinet, et renforçant cette confiance, il m'a nommé dans les fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du plan, chargé du budget. Je ne devrais pas, outre mesure, être frustré parce que j'avais un métier, j'ai un métier, je suis inspecteur général d'État, placé encore une fois sous son autorité parce que dans l'organisation administrative, l'inspection générale d'État, ce corps d'élite, qui cultive beaucoup de valeurs, ce corps est membre du cabinet du président de la République. On ne sert pas un pays seulement en étant ministre, on peut l'être en étant un bon agriculteur, un bon instituteur, un bon infirmier, un bon médecin, un bon militaire, un bon soldat. Et le qualificatif bon, c'est en termes de don de soi, d'engagement pour sa patrie et pour l'intérêt général. Donc, je suis aussitôt retourné à mon corps d'origine pour encore continuer à servir ce pays dans une autre dimension. Vous avez 60 ans aujourd'hui, vous êtes né en 1963 à Keur-Sambakan, dans le département de Bambey, dans la région de Diourbel, diplômé de l'ENAM, devenu ENA, École nationale d'administration, inspecteur des impôts et des domaines, admission à l'inspection générale d'État en 2005, seul candidat admis cette année-là d'ailleurs. Effectivement. Vous avez été, comme vous l'avez souligné, directeur de cabinet adjoint du président Macky Sall, ministre du budget, donc entre 2014 et 2019, dans le gouvernement, le premier gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Vous êtes ensuite retourné quelques jours plus tard à l'inspection générale d'État, cette même année de 2019. Donc, en quoi a consisté ce travail à l'IGE en poste à la présidence de la République entre 2019 et cette année, puisque vous avez quitté vos fonctions d'IGE, vous avez démissionné il y a quelques jours? Permettez-moi, Babacar, de revenir sur un point important que vous avez souligné, le fait de dire que j'étais le seul admis en 2005 dans ce corps d'élite. Peut-être que je suis méritant, mais je voudrais rendre grâce à Dieu, parce que tant d'autres candidats auraient pu être les seuls admis, ou d'autres pourraient être admis avec moi. Donc, mettons cette faveur dans la balance de la décision divine. Je suis retourné en 2019 à l'inspection générale d'État et je poursuivais l'exercice des métiers qui sont ceux de ce corps. Mais en particulier, à mon retour, compte tenu de l'expérience que j'ai pu avoir dans les fonctions de directeur de cabinet adjoint, de ministre, de membre du gouvernement, d'être quelqu'un qui appliquait les politiques publiques définies par le chef de l'État, il a été estimé que je pouvais et que je devais coordonner l'ensemble des inspections internes des ministères. Donc, tout le travail qui se fait en termes d'inspection au niveau des divers ministères du gouvernement était coordonné par ce qu'on a appelé le bureau de suivi et de coordination au niveau de l'inspection générale d'État. Ce bureau, c'est en quelque sorte un conseiller. Celui qui l'anime est un conseiller du Premier ministre, d'ailleurs installé auprès du Premier ministre, et qui sert de trait d'union entre ce dernier dans le traitement des dossiers, l'inspection générale d'État, le président de la République et le Premier ministre vers le
président de la République et ensuite vers les ministères destinataires. C'est un démembrement important de l'administration de l'État sénégalais et beaucoup critiquent le fait que l'IGE installe son siège à la présidence de la République sous la responsabilité du chef de l'État. Certains doutent de l'indépendance de l'organisme. Oui, cela tire son essence, pour ne pas dire sa justification, dans le régime politique dont le Sénégal s'est doté depuis l'indépendance. En effet, nous sommes dans un régime présidentiel et l'inspection générale d'État est le corps administratif le plus élevé qui, depuis 1964, à côté du président Léopold Sédar Senghor, était un conseiller de ce dernier. Tant qu'on n'a pas changé l'option constitutionnelle en la matière, l'inspection générale d'État demeure sous l'autorité du président de la République. C'est à changer ou pas, puisque vous reviendrai à l'élection présidentielle. J'y reviendrai en précisant que l'indépendance d'un corps, le corps est une abstraction, mais il faut que les membres de ce corps, que ce soit la justice, que ce soit l'inspection générale d'État ou un autre, cette indépendance ne peut être affirmée et exercée que les membres qui constituent la composante ou la composition de ce corps. On peut réformer, mais en ce moment, il faut engager une réforme au sein de l'État pour placer l'inspection générale d'État sous l'autorité d'un autre pouvoir. Vous, une fois président de la République, vous allez faire quoi de l'IGE? C'est une question personnelle, c'est-à-dire telle qu'elle est formulée et adressée. Je constate qu'elle s'adresse d'abord à l'inspecteur général d'État. Ensuite, le candidat, en tant qu'inspecteur général d'État, je pense honnêtement que l'inspection générale d'État a sa place sous l'autorité directe du président de la République. Maintenant, il s'agit de réfléchir sur les mécanismes qu'il faudra mettre en place pour que un pouvoir comme l'Assemblée nationale puisse être intéressé légalement, intéressé pour que ses préoccupations puissent être directement prises par l'inspection générale d'État. Quand je dis directement, ça ne veut pas dire que des injonctions viendront de l'Assemblée vers l'inspection générale d'État, mais il faut concevoir qu'il puisse y avoir des passerelles qui permettent au Parlement, à l'Assemblée nationale, de saisir dans un sens donné le président de la République pour que l'inspection générale d'État puisse déférer à une telle demande. Vous n'êtes plus de ce corps, vous avez démissionné de l'inspection générale d'État pour vous déclarer candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Pourquoi voulez-vous devenir président de la République du Sénégal? On vous connaissait comme on dit grand commis de l'État, c'est-à-dire ces hauts fonctionnaires qui étaient loin du champ politique. Vous dites que jusqu'en août 2023 que vous étiez, en tout cas avant votre démission, vous disiez que vous êtes soldat de la République. Qu'est-ce que vous amène en politique désormais? Une décision sur un coup de tête, mûrement réfléchie? Je voudrais rappeler que je suis toujours un soldat de la République. C'est-à-dire, je suis un serviteur de l'État et je crois en la mystique de l'État. J'ai quitté mes fonctions, mais quand on a servi à tous les échelons possibles, on se rend aussi compte que l'État peut être une machine désincarnée et qu'il faut lui insuffler une énergie pour une ambition de grandeur. Ceci dit, j'ai démissionné parce que, restant dans le principe que je viens tantôt d'énoncer, ce pays a besoin de changement, a besoin de réformes, a besoin de tous ses fils. Et lorsqu'on peut y apporter sa contribution, qu'on s'abstienne de le faire, on a une responsabilité dans tout ce qui n'ira pas. C'est sur la base d'une telle réflexion, d'une telle maturation, que j'ai décidé d'être candidat pour demander la confiance du peuple sénégalais. Ce n'est pas sur un coup de tête. J'ai réfléchi pendant quelques mois. J'ai consulté des compatriotes d'ici et de la diaspora. J'ai recueilli leurs préoccupations, leur quête d'un meilleur avenir. Et ça a été une motivation supplémentaire pour me présenter à l'élection présidentielle
du 25 février 2024. Dans votre déclaration de candidature, vous rappelez que vous êtes fils de paysan, enfant de la méritocratie républicaine. Pourquoi cette allusion, cette référence à vos origines sociales modestes? Parce que mon extraction paysanne est un motif de fierté pour moi. Mes parents sont des paysans et on dit que la terre ne ment pas. Elle vous rend mieux que ce que vous avez semé. Ce sont des agriculteurs d'ailleurs, les agriculteurs et les paysans qui constituent la première force de travail de notre pays et le premier employeur du Sénégal. Je suis aussi fier de ce que mes parents paysans, analphabètes en français, aient veillé à ce que j'aille à l'école et que je me hisse socialement à force de poignets. C'est aussi un autre motif de satisfaction pour eux d'avoir vu leurs fils s'élever socialement par leurs efforts d'encadrement et d'éducation et pouvoir être utile à la communauté. C'est pourquoi je prends souvent référence par rapport à mes origines modestes, à mes origines paysannes. On parlera de l'agriculture tout à l'heure, mais vous faites partie des près de 200 candidats potentiels qui sont allés auprès de la Direction générale des élections du ministère de l'Intérieur retirer des formulaires de parrainage citoyen pour cette élection présidentielle. Avec autant de candidats, qu'est-ce que la vôtre va apporter? Déjà ce nombre pléthorique aux yeux de beaucoup de Sénégalais qui veulent candidater à la présidentielle. Ma candidature sera comme les autres une candidature de plus, mais une candidature qui a des arguments à vendre, notamment le candidat des réformes, le candidat de la refondation de ce pays, marc-boutant sur un piédestal qui voudrait que le Sénégal puisse changer et aller vers l'avenir dans de meilleures conditions. Par rapport à ça, je pense que le Sénégal dispose de tous les atouts, de tous les moyens pour demain être une grande puissance. Il ne faut pas qu'on en rie. Le Sénégal peut être une grande puissance parce que doté suffisamment de ressources humaines d'abord, bien formées, de ressources naturelles, minières, gazières, mais de ressources qui ne s'épuisent pas comme la terre, l'eau et le soleil. Vous avez passé des dizaines d'années à travailler pour cet État sénégalais-là, pour ce pays. Pourquoi tout cela ne s'est pas réalisé? Tout ce que vous évoquez dans vos vœux, si vous êtes élu, vous voulez appliquer ces politiques-là que vous déclamez. Mais pourquoi le Sénégal a pris un si gros retard pour son développement? Il y a des tares congénitales qu'il faudra mettre sur la table. Le Sénégal a des problèmes dans beaucoup de secteurs. Ça, c'est depuis l'indépendance. Et cela s'est aiguisé. Un problème dans le système éducatif, un problème dans le système de santé, un problème dans la gestion de l'agriculture, de la pêche, avec des accords que souvent les acteurs sectoriels dénoncent, une faible industrialisation. Le Sénégal n'a pas pris l'option d'une modernisation de son administration dans le sens d'une administration 2.0, j'allais dire 3.0 maintenant, une administration efficace, sans dysfonctionnement, c'est l'idéal, et qui est une administration de développement. Sur le nombre de candidats, je pense que c'est une vitalité démocratique, mais je pense qu'il y a un moyen de réformer l'approche. Ce système de parrainage est à maintenir, mais orienté vers le numérique, la technologie, pour que les candidats puissent connaître ce qui les parraine et que ceux qui parrainent puissent connaître mieux le candidat choisi. On pourrait introduire une discrimination financière en demandant aux candidats d'apporter au moins au moment du retrait de la fiche, au moment de la manifestation de la candidature à la candidature, de verser au moins 50% de la caution. Et cette caution ne devrait pas être remboursée si le candidat ne remplit pas les conditions. Cela permettrait d'éviter ce que la presse appelle des candidatures fantaisistes. Votre candidature, elle est sous
la bannière d'une coalition appelée And Defarat, Andat Defarat Sénégal. De quel bord dans l'espace politique vous vous situez, dans l'opposition gauche, droite ou centre? Je ne n'ai jamais été dans un parti politique. Je n'étais pas dans la mouvance de Benno parce que les dispositions... Parce que vous étiez IGE, oui. Voilà, ne me permettaient pas ça. Vous ne vous réclamez même pas, même après votre entrée politique, de la famille de Macky Sall pour ces longues années de collaboration que vous avez eues avec lui? Rien ne vous lie politiquement? Non, parce que il n'y a pas de contrat politique avec le président de la République. Et souvenez-vous, vous êtes journaliste. Quand on parlait d'éventuels candidats qui peuvent être choisis dans le cas présidentiel, vous n'avez vu dans nul journal, dans nul quotidien ou hebdomadaire que Birima Mangara pourrait être un des prétendants. Donc je suis sorti, je me suis tenu debout pour tracer ma propre ligne, tracer ma voie. Je ne suis d'aucune obédience, sauf l'obédience qui incarne la valeur travail, parce que les Sénégalais ont besoin de travailler pour développer ce pays. Et comme on le dit en Wolof, liggéey dafa nekk mystique bu dëgër, da ngay liggéey pour ce réew, liggéey comme si doo waroo faatu, liggéey comme si tu devrais pas travailler, comme si tu ne devrais pas mourir. Ma doctrine, elle est incarnée à travers la valeur travail. Je ne suis ni socialiste, ni communiste, encore moins une autre chapelle politique donnée. Vous êtes peut-être réformiste parce que ça revient souvent dans votre discours. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous allez réformer quoi? Les réformes sociales urgentes pour vous, économiques ensuite? Je disais que je suis le candidat des réformateurs parce que j'ai vu qu'il y a énormément de goulot d'étranglement et les réformes doivent concerner l'État, les institutions, doivent concerner l'administration pour en faire une administration de développement, une administration efficace et efficiente. Les réformes doivent concerner la justice parce que je considère que la justice, c'est la clé de voûte de la stabilité de ce pays-là, de tout pays d'ailleurs, pour qu'on ait une paix pérenne. La justice parce que elle doit assurer équitablement le service public, la distribution du service public de justice. Les réformes sociales, je me rappelle qu'il y a Joseph Schumpeter qui était prix Nobel de la paix en 1957. Il disait que tout pays qui veut, je le paraphrase, tout pays qui veut se développer doit prendre en charge ce qu'on appelle les coûts sociaux de l'homme, à savoir l'éducation, la santé et le cadre de vie. Le cadre de vie renvoya à l'environnement, ce qui est différent de l'environnement naturel, mais de l'environnement de l'homme. Je pense que de grandes réformes... La condition de l'homme tout court. La condition de l'homme tout court, c'est ce que Schumpeter voudrait dire. De grandes réformes doivent être engagées dans ces secteurs parce que c'est des urgences sociales. Ces urgences sociales-là, l'immigration clandestine, encore cette semaine, des centaines de Sénégalais sont arrivés en Europe. Ce phénomène-là, vous aussi, vous allez faire comme beaucoup, circonscrire le phénomène dans le concept de phénomène mondial, que tous les pays sont concernés et que ce n'est pas l'apanage seulement du Sénégal? C'est effectivement un phénomène mondial et je voudrais faire la remarque qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes institutionnels en Afrique, en passant au coup d'État, l'Union africaine sort un communiqué pour dénoncer. Mais je ne l'ai jamais vu dénoncer la situation difficile des jeunes relativement à l'immigration clandestine. Ceci dit, je reconnais que c'est un phénomène mondial parce qu'il faudra un dialogue entre l'Europe, les Amériques,
parce que c'est les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Nicaragua aujourd'hui qui sont des pays... Un peu le Mexique aussi. Un peu le Mexique, qui sont des pays ciblés. Il faut que ces pays travaillent avec les Africains pour voir comment contenir ces émigrés, ces jeunes qui sont tentés par l'aventure. C'est le lieu de déplorer ces morts et de présenter, de m'incliner devant tous ces morts-là, de présenter mes condoléances attristées aux parents des disparus. Pour le Sénégal, je pense que les jeunes comme dans d'autres pays africains constituent une bombe nucléaire. Et le Sénégal devrait mettre à profit le dividende démographique pour un peu l'insérer dans ses politiques publiques pour mieux utiliser les jeunes, d'abord en les formant, en leur offrant de l'emploi dans des secteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, mais aussi en engageant une politique d'industrialisation qui permet d'offrir des emplois massifs aux Sénégalais, en particulier à ces jeunes. Est-ce que les prochaines ressources pétrolières et gazières peuvent permettre encore aux jeunes Sénégalais de rêver d'un mieux-être et de rester au pays? Oui, ces jeunes peuvent, dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz, peuvent tirer profit de cette opportunité, mais cela suppose qu'on maîtrise le contenu local, parce que les jeunes n'iront pas directement dans le processus d'exploitation ni dans le processus de commercialisation, mais de tirer profit du contenu local par les emplois qui sont offerts et par les services qui sont demandés. Donc, notre État doit travailler à mieux maîtriser ce contenu local, éviter que des entreprises multinationales étrangères puissent non seulement venir exploiter le pétrole et le gaz, mais d'amener, de prendre une bonne part au profit de leurs compatriotes ou des compatriotes d'autres pays, le contenu local. Et pourquoi on ne l'a pas réussi dans le sud-est du pays, dans ces zones aurifères où plusieurs milliards de francs CFA sortent toutes les années? Les jeunes et de façon générale les populations riveraines de ces mines d'or qui ne sont pas épanouies, qui ont des problèmes de vie. Est-ce que les pessimistes n'ont pas raison un peu de ne pas trop rêver avec les prochaines ressources pétrolières et gazières? Cette semaine encore, le Premier ministre a pris la parole pour demander aux sociétés minières de davantage faire des efforts. Pourquoi on n'a pas réussi ça? Il faut noter qu'il y a un dispositif légal et réglementaire. Ce que le Premier ministre vient de dire est une vérité, pour ne pas dire c'est une tautologie. Mais il faut mettre l'accent sur le dispositif légal pour contraindre normalement ces entreprises à respecter certaines dispositions du code minier ou du code pétrolier. Par ailleurs, toutes ces entreprises qui viennent au Sénégal n'arrivent pas ex nihilo. Elles sont venues s'installer parce que juridiquement, il y a un lien avec l'État. On a passé des contrats. Je pense que tous les vœux qui sont émis devraient être insérés dans ces contrats et ce serait une manière irréprochable de leur demander de tenir compte des préoccupations des populations et de les exécuter, de les mettre en exécution. Je préfère cela à un discours qui rappelle à cela certaines obligations qui pourraient ne pas être dans le dispositif légal ou si elles y figurent, ne sont pas respectées, ou dans le contrat qui est la loi des partis, les partis s'entendant, l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal et les entreprises présentes dans ces secteurs donnés. L'agriculture, secteur important qui décolle pas vraiment. Le gouvernement a mis sur la table 100 milliards pour la présente campagne agricole. On a lu même en fin de semaine dans la presse que
le gouvernement peine à trouver ces 100 milliards-là. Déjà, votre commentaire sur cette enveloppe, c'est une première certes, mais il y en a qui pensent que non, on devrait même faire plus. C'est une première. Mais mon sentiment, on devrait faire plus pour l'agriculture. Parce que personnellement, je crois plus à une agriculture mieux mécanisée, à des agriculteurs mieux formés, à des semences de qualité et à la maîtrise de l'eau, en dehors de l'emblavement de certaines terres qui sont étendues au Sénégal. 100 milliards, c'est appréciable à l'étape où on est, mais on peut mettre mieux parce que la mécanisation du secteur à elle seule pourrait dépasser cette enveloppe et ensuite il y a les semences. On devrait encore mettre l'accent sur faire revenir le système coopératif qui donnerait plus de pouvoir, plus d'informations aux paysans. Et en ce moment, je pense que avec d'autres actions, on pourrait développer ce secteur. Je crois plus à l'agriculture qu'aux ressources minières et pétrolières qui ont une durée de vie assez limitée, alors qu'ici, en dehors de la pluie, si on maîtrise l'eau, on a le soleil, il nous faut une bonne mécanisation et on a une industrie qui pourrait être développée dans ce sens-là au lieu d'acheter les équipements à l'étranger, ce qui donnerait plus d'emplois aux Sénégalais et plus d'impact budgétaire pour l'État. Qu'est-ce qui fait défaut à l'État sénégalais? Absence de ressources financières suffisantes ou absence de vision pour développer ce secteur, l'agriculture, et bien d'autres d'ailleurs? Moi, je pense que c'est aussi un problème de vision. Il faut être paysan pour véritablement maîtriser les contours de ce sous-secteur, de celui du primaire. Une fois élu, je pense à faire les états généraux de l'agriculture et mettre au premier plan les pratiquants du secteur. Vous avez été un collaborateur du candidat Amadou Ba, le candidat de Benno, l'actuel Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'économie, des finances et du plan. Vous étiez le ministre délégué auprès de lui, chargé du budget. On se souvient qu'il disait de vous: je ne fais rien sans demander la permission au ministre du budget, Birima Mangara. Et c'est une manière, quand on revoit cette phrase ressortie par certains de vos partisans, est-ce une manière de vous positionner frontalement contre lui, Amadou Ba, le candidat de Benno? Amadou Ba est-il votre principal adversaire aujourd'hui? Babacar, il faut remettre ce qui a été dit dans le contexte. C'était dans un autre contexte. Je ne me rappelle même plus de la formule qu'avait donné Amadou à cette occasion. C'était juste pour faire un témoignage sur ma personne. Et ce qu'il dit est valable en toute humilité dans l'autre sens. Donc, c'est réciproque. On travaille en binôme, on travaille dans l'intérêt du pays, on travaillait pour demeurer dans un principe de loyauté vis-à-vis du président de la République. Donc c'est une équipe, comme il y en a eu de par le passé. Moi également, de mon côté, je ne faisais rien sans demander à Amadou. Voilà la vérité. Parce qu'on se faisait confiance, on se respectait et chacun était honnête vis-à-vis de l'autre. Je répète la dernière question. Est-il votre adversaire principal à cette élection présidentielle? J'allais y revenir. Amadou Ba n'est pas mon adversaire. Moi, j'ai pas de fixation par rapport à tel ou tel autre candidat. Je travaille pour passer le cap des parrainages, pour être présent au premier tour, pour passer au deuxième tour, parce que je rappelle que dans le contexte politique actuel de notre pays, aucun candidat ne devrait prétendre gagner au premier tour. Soyons tous humbles, travaillons. Je pense que le deuxième tour s'impose désormais aux pays africains, en particulier au Sénégal. On le voit dans d'autres pays, dans des démocraties reconnues majeures de par le monde. Pas une victoire du candidat de l'actuelle coalition présidentielle au premier tour? Personnellement, je n'envisage pas la victoire
d'autres candidats que moi-même, en restant modeste, parce que je ne vais pas démissionner de l'inspection générale d'État pour m'engager en politique pour être un figurant. Donc, je travaille pour mériter ma présence au premier tour. Je travaille pour mériter la victoire au deuxième tour, le cas échéant. Le cas échéant, le rappelle, si j'utilise même le terme échéant, ça veut dire que on ira inévitablement au deuxième tour. Pas même que si, ça peut arriver. Même si Macky Sall, il vous demande de renoncer et de vous mettre derrière Amadou Ba, vous n'accepteriez pas? Je ne répondrai pas favorablement à une telle demande parce que je suis venu en politique. Le déterminant principal, c'est que je n'étais dans aucune composition politique. J'avais un patron, c'est le président de la République, mais je n'avais pas de patron politique. Aujourd'hui, je suis le patron politique de Birima Mangara. Vous êtes présenté, après votre déclaration de candidature, comme un candidat à la candidature. Est-ce que cela signifie que vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout de votre logique, jusqu'au bout de la course? Mon tempérament, c'est que je ne prends jamais de décision sans l'avoir mûrement réfléchi. Et ensuite, quand je prends une option, c'est pour aller jusqu'au bout. Je suis un candidat qui va aller jusqu'au bout, au premier tour, puis au deuxième tour, et laisser le destin s'accomplir par la volonté de Dieu. Je voudrais juste, à travers cette déclaration, montrer que je me conforme à la légalité, parce que jusqu'ici, personne n'est candidat. Les candidats, on les connaîtrait quand le Conseil constitutionnel prononcera, déclinera la liste de ceux qui ont été retenus. En ce moment, on parlera de candidats. Mais tous les autres candidats sont des candidats à la candidature. Vous semblez mettre de bonnes notes sur bien des choses dans la gouvernance de Macky Sall. Vous avez été ministre pendant 5 ans. Vous êtes comptable de ce qu'il a fait de bon et de moins bon, vous l'assumez? Oui, je l'assume parfaitement. J'ai été son directeur de cabinet adjoint, j'ai été par son confiance ministre de la République entre 2014 et 2019. J'étais là pour mettre en œuvre une vision qu'il a définie, d'appliquer les politiques publiques qu'il a agréées. Donc je suis comptable jusqu'en 2019 de tout ce qui a été fait dans ce gouvernement. Je ne me déroberai pas parce que l'enseignant qui est directeur d'école quelque part dans ce pays est même comptable de ce que le président de la République a fait sous son magistère. Ce qu'il a fait de moins bon, ce serait, disons, une litanie de vouloir énumérer ce qui n'est pas bon. J'en ai recensé des politiques, j'en ai recensé des programmes, j'en ai recensé des points où, par l'inaction, on n'a pas pu résoudre quelques problèmes. C'est là le fondement de mon programme. Je réitère qu'il a fait de bonnes choses dans ce pays. Tout comme il y a des choses qui n'ont pas été bonnes, j'entends apporter les solutions à cela. Je ne suis pas un messie, mais avec ceux qui m'accompagnent, on a travaillé là-dessus. On va proposer au Sénégal un programme qui permet d'améliorer le vécu quotidien des Sénégalais. Ces opérations de parrainage qui vous attendent sur le terrain, on ne vous connaît pas forcément, même natif de Korsambakan, la région de Diourbel, on ne vous connaît pas un fief indiqué. Comment vous allez vous y prendre? C'est trop tôt de parler de fief politique, parce que jusqu'ici, je n'étais pas présent sur la scène, je ne comptais pas dans la landerneau politique. J'ai un fief affectif, c'est Diourbel, mais je ne voudrais pas être regardé comme un candidat communautaire. Je vais à la quête des voix de tous les Sénégalais, et seul le travail me permettra d'arriver à cette fin. Les questions de démocratie, aujourd'hui, l'opposant Ousmane Sonko en prison empêchait même de retirer des formulaires de parrainage. La Cour suprême
a donné raison à la direction générale des élections. Que pensez-vous de cette actualité, de cette situation d'Ousmane Sonko? Ousmane, je rappelle que c'est un collègue des impôts. On s'est connus dans les dédales de cette haute administration. Je ne lui souhaite pas la situation politique, la situation en termes de liberté qu'il est en train de vivre. Mais le seul commentaire que je dis est que toutes les questions de cette nature doivent être réglées dans un état de droit. Qu'est-ce à dire? L'État lui-même doit respecter cet État et se soumettre au droit. Mais également que les citoyens que nous sommes doivent se conformer à ce que la loi a dit. Je ne pourrais pas faire autre mesure un commentaire sur la validité ou non, la légalité ou non des décisions prises. Parce que personnellement, je considère que le droit doit être dit en toutes circonstances. Le droit doit être respecté en toutes circonstances. Trouvez-vous juste ou pas toutes ces mesures judiciaires, ces décisions judiciaires ou administratives contre cet homme, Ousmane Sonko, prises jusqu'ici? Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que humainement, je ne souhaite pas à Ousmane la situation qu'il vit, mais le reste, je m'en tiens au principe que je dis que le droit doit être systématiquement respecté dans ce pays. Lorsque Ousmane Sonko évoquait ici l'affaire des 94 milliards dans ce dossier, il était en confrontation avec l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo. Vous étiez le ministre du budget. Quelle est votre vérité sur cette affaire des 94 milliards? Ma vérité sur cette affaire, si elle est une affaire, c'est que il a été dit que 94 milliards ont été détournés, pas à ma connaissance. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Birima Mangara, inspecteur des impôts et des domaines, dans ses nombreuses candidatures à la candidature pour cette élection présidentielle, il y a beaucoup de vos anciens collègues, des inspecteurs des impôts et des domaines, comme Amotouba d'ailleurs, pour prendre cet exemple-là, ou encore Mamboy Diao et bien d'autres. On vous prête à vous, inspecteur des impôts et des domaines, ou ancien inspecteur des impôts et des domaines, une grosse fortune personnelle. Comment ça se fait? Qu'en est-il vraiment? Babacar, je n'ai pas une fortune pour avoir une grosse fortune. Si c'est avoir les moyens de vivre décemment, de pouvoir subvenir à ses besoins, ceux de sa famille, et d'apporter le concours social à ses prochains, en ce moment je suis riche. Mais au regard de mon patrimoine, qui est d'ailleurs traçable, tous mes biens sont traçables, je n'ai pas une fortune pour avoir une grosse fortune. Sur le plan personnel, toujours, Birima Mangara, il y a quelques années, la presse a fait ses choux gras sur votre séparation d'avec une de vos épouses. Vous ne craignez pas d'être vulnérable ou déstabilisable comme candidat à la présidentielle sur le plan de votre vie privée? Non, je ne le pense pas, Babacar, parce que il faut rappeler qu'au moment où cette histoire a été agitée avec beaucoup de porte-à-faux, j'étais un homme public, j'étais ministre, et vous comprenez beaucoup de sous-entendus. Je peux assurer aujourd'hui qu'avec cette dame, nous avons des rapports cordiaux et chacun vit heureux de son côté. Voilà. Merci d'être passé devant le grand jury. Birima Mangara, candidat à la présidentielle, candidat déclaré, ancien ministre du budget. D'ailleurs, après votre départ, quelques années plus tard, ce gros ministère de
l'économie des finances et du plan a été éclatée. Ministère de l'économie d'une part et d'autre part ministère des finances et du budget. C'était une bonne décision, ça? En fait, c'était pour moi, c'est une bonne décision, mais qui peut être améliorée. Le ministre qui est chargé des finances et du budget devrait être aujourd'hui un ministre chargé des comptes publics. Et l'autre ministre peut avoir l'économie et la coopération. L'économie, le plan et la coopération. Donc, j'acquiesce partiellement à cette décision qui pourrait être améliorée. Le budget 2024 du Sénégal projeté, estimé à plus de 7 000 milliards de francs CFA, et la polémique autour, chiffres fantaisistes, irréalistes, chiffres faux pour certains. L'avis du ministre du budget que vous avez été? Mon avis, c'est que ce budget est sincère. Vouloir chercher à être le 5e président ne me pousserait pas à dire que ça ne tient pas. En connaissance de cause, je dis que c'est un budget sincère. Le Sénégal peut être à ce niveau en ce moment, parce que le dernier budget en 2012 était de l'ordre de 2000 milliards. Aujourd'hui, le Sénégal a une capacité de mobilisation interne plus importante, sa signature est restée bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra avoir? Quelle est l'étendue du déficit budgétaire? Pourquoi ce déficit budgétaire? Et comment le financer? Parce que dans toutes les économies, on retrouve toujours sur le plan budgétaire le déficit budgétaire. Il est rare qu'on voit un pays qui a un budget en équilibre. Vous avez sans doute remarqué depuis quelques jours ces complaintes de beaucoup de Sénégalais abonnés à la Sénélec, la Société nationale de distribution de l'électricité, des factures de courant très salées, une augmentation pour beaucoup qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'au niveau de l'État, vous, l'enseignement du budget, il peut arriver qu'on active la Sénélec pour engranger des ressources via les factures pour combler des déficits, etc. Parce qu'il y en a qui le pensent vraiment. La Sénélec n'est pas hors de l'État. Et le budget, c'est un ensemble de prévisions avec des moyens qu'il faut prévoir pour couvrir les dépenses. Il peut arriver que l'État décide sur le plan budgétaire de créer des taxes, par exemple parafiscales, pour un peu financer une partie du déficit budgétaire. Mais ça n'intervient jamais en cours d'année budgétaire, sauf la prise d'une loi de finances rectificative. Donc je considère qu'aujourd'hui, ce qu'il faudra faire, c'est d'agir sur les niches de coûts de la Sénélec pour baisser en contrepartie les factures. Deuxièmement, il faudra créer des sources d'approvisionnement beaucoup plus importantes et beaucoup moins coûteuses, beaucoup moins onéreuses que le pétrole pour la Sénélec. En ce moment, s'il y a disponibilité et davantage d'énergie à des coûts moindres avec un système de transport performant, ça impacterait le système de facturation. Est-ce qu'il peut arriver que l'État, par des moyens officieux, passe par des factures de la Sénélec pour davantage prendre de ressources en augmentant les tarifs à l'insu des abonnés? Est-ce que ça se fait au niveau de l'État? Pour être humble, je dirais que je n'en ai jamais eu connaissance. Le canevas que je viens de dire, c'est le canevas officiel. Il faut qu'une loi de finances prévoie ça, il faut ou une loi de finances rectificative qui intervient en cours d'année. Mais ex nihilo, la Sénélec ne peut pas s'aventurer, ne devrait pas s'aventurer à créer des taxes parce que c'est seul en dehors de la consommation, il n'y a que les taxes dans le système de tarification qui pourrait justifier un surcoût ou en tous les cas une augmentation des factures. Merci Birima Mangara d'être venu en tout cas dans cette émission. C'est votre